Bonsoir, ce soir je fais ma première petite vidéo pour parler de ce que j'ai vécu. J'en ai besoin. Donc je souhaitais vous livrer ce que j'ai vécu, ce qui m'a fait sombrer dans la dépression, ce qui m'a fait être malheureux, ce qui me fait d'ailleurs toujours être malheureux. En 2000, j'avais 8 ans. J'étais en vacances dans un camping à Royan, en Charente-Maritime, avec mes parents, ma maman, mon papa et ma petite sœur, qui venait d'avoir 1 an. Je me souviens, les vacances se déroulaient à merveille. Nous allions visiter différents endroits. Nous étions une famille soudée, unie. Et puis, j'étais le petit garçon plutôt solidaire, à jouer plutôt de mon côté, tout seul. Je me rappelle de ce jour de vacances où je jouais avec des gravions à côté des sanitaires. Je sais pas trop ce que je faisais avec ces fameux gravions. Mais comme tout enfant de 8 ans, on a des idées imaginaires un petit peu bizarres. Et puis je me rappelle de cet homme-là, chauve, enfin dégarni, un tout petit peu de cheveux, pas un très grand monsieur, de 40, 45 ans, qui était en vacances avec sa femme et son fils. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment si c'était son fils. C'était un garçon d'une quinzaine d'années, très grand, et il ne leur ressemblait vraiment pas beaucoup. J'ai donc vu cet homme à plusieurs reprises dans le camping. C'était l'homme tout à fait normal, qui se baladait avec son vélo, qui faisait amuser la galerie, qui discutait avec tout le monde, qui avait l'air plutôt bien vu. Jusqu'à ce jour où, à côté des sanitaires, il y avait les douches, les toilettes, et juste à côté, il y avait une petite pièce qui faisait quoi? 5 mètres sur 5 mètres. Cette personne-là est partie dans cette pièce, est revenue me voir en me demandant: Eh petit gars, tu voudrais pas m'aider à sortir un morceau de bois qu'il faut sortir de la cabane? Bon, je me suis dit, je vais aller l'aider. J'étais pas méfiant. Faut dire qu'à l'époque, la prévention n'était pas faite autant que maintenant. J'ai donc commencé à l'aider à sortir cette planche de bois, qui maintenant, une fois adulte, je me rends compte qu'il aurait très bien pu la sortir. C'était juste un appât pour m'attraper. Puis il m'a redemandé de revenir dans cette cabane, m'a dit qu'il y avait un deuxième morceau de bois à aller chercher. Je suis retourné, et c'est là que la porte s'est refermée. Refermée et bloquée. Je ne sais pas avec quoi il avait bloqué cette porte, sachant qu'elle ne se fermait que de l'extérieur, d'après ce que j'avais remarqué. En quelques secondes, je me suis retrouvé avec mon short de petit enfant et mon slip de petit enfant baissé jusqu'aux genoux, et je me suis retrouvé à ressentir une douleur intense. Comme je disais à l'officier de police judiciaire il y a quelques mois qui m'a interrogé, je ne pourrais pas dire s'il m'a pénétré analement avec son sexe ou avec ses doigts, mais je me souviens que j'ai souffert. J'ai eu énormément mal. Et après cela, ces faits qui se sont déroulés en l'espace de 3, 4 minutes peut-être, cela a été très rapide. Mon regret, ne pas avoir crié. En même temps, comment crier quand cette personne a la main sur sa bouche, enfin, sur ma bouche. Je me suis ensuite rhabillé, j'ai remonté mon slip, mon caleçon, et cette personne m'a dit seulement: On s'est bien amusé, hein, mais ne m'a pas menacé. Aucune menace de ne rien dire. D'ailleurs, je m'en veux. Si je l'avais dit de suite, les choses auraient peut-être été beaucoup plus simples. Non,
Je suis rentré à cette fameuse caravane que mes parents avaient pris en location. Oui, je me rappelle, justement, à quelques mètres des sanitaires. Sur le retour à pied, je n'ai pas pu m'empêcher de rebaisser mon short et mon slip pour faire des selles juste derrière une caravane. Je ne pouvais pas me retenir. C'était plus fort que moi. Je ne savais plus, j'avais plus de fesses. Puis j'ai passé l'après-midi à dormir, allongé sur le fauteuil de la caravane, à m'enfermer sur moi-même. Puis plus rien n'a été pareil. Le sourire de petit garçon que j'avais s'était éteint. J'ai recroisé cette personne à plusieurs reprises dans ce camping, toujours le sourire aux lèvres. Il me regardait avec un petit air narquois. Et puis pourtant, il profitait avec tout le monde. Il était sociable. Je l'ai même vu discuter avec mes parents. C'est ça le pire. Discuter de tout et de rien, de rigoler, de faire de l'humour. L'homme parfait, avec sa femme, son fils. Enfin, l'homme insoupçonné. Je me rappelle, cette personne-là avait une Renault 21 gris, gris métallisé. Et cela était sa caravane personnelle. Puis les vacances se sont déroulées comme, euh, comme elles avaient commencé, mais avec un sourire en moins. Puis nous sommes rentrés en Bretagne. C'est là que j'ai recommencé à mouiller mon lit à 8 ans. À 8 ans pour attirer l'œil sur mes parents, pour essayer de montrer que ça n'allait pas, mais j'arrivais pas à dire pourquoi. On m'a donc envoyé voir un médecin. J'ai subi divers examens médicaux, mais il faut dire que cela était purement psychologique. Et puis je n'ai plus jamais pu avoir de contact avec des hommes. Les relations avec mon père sont devenues très compliquées. Le fait d'avoir une autorité parentale venant d'un homme, je voyais les hommes tous comme des ordures, comme des salopards. Ils avaient détruit ma vie, ils avaient... Je ne sais pas si je pouvais dire à cet âge-là qu'ils avaient détruit ma vie, mais ils m'avaient fait du mal, donc je ne pouvais plus leur faire confiance. Que ce soit à l'école, que ce soit les amis de quartier, enfin bref, la totale. Et puis les années ont passé, je me suis renfermé sur moi-même. J'ai fait des bêtises, plusieurs bêtises. Je volais de l'argent à mes parents. Toujours pareil, pour attirer l'œil sur eux, mais aussi pour acheter des conneries, n'importe quoi. Les années ont continué à passer. Vers l'âge de 15 ans, j'ai pété ce qu'on appelle une pile. J'ai vraiment pété les plombs. Je suis donc parti vivre chez ma tante et chez mon oncle, qui sont des gens vraiment formidables et que je remercie, même si quelquefois on se prend la tête. Ce sont des personnes à l'écoute, sans jugement, et qui essayent de donner des bons conseils. J'ai donc essayé de parler de ces faits-là à ma tante, mais je n'arrivais pas. Celle-ci en a parlé à mes parents, et quand mes parents ont essayé d'aborder le sujet avec moi, je me suis braqué, je me suis mis en colère. J'ai pas voulu leur en parler. Je j'ai continué ma vie. J'ai eu énormément d'échecs scolaires. Je me suis donc, avec mes dépressions, mes envies de mort, je me suis rapproché vers le domaine du funéraire. Le domaine où je voyais la mort tous les jours. Je la côtoyais et celle-ci me rapprochait à la vie. Je me disais que si je me suicidais, ce serait peut-être déjà un soulagement pour mon agresseur,
car il serait impuni, mais ce serait aussi de la peine pour ma famille, pour ma maman, pour mon papa, pour ma sœur. Ce serait compliqué. Et puis, il y a quelques mois de ça n'allait vraiment pas. J'ai tenté de mettre fin à mes jours par médicaments. Ce n'était pas la première fois que j'attentais à ma vie. Mais là, c'était parti vraiment très loin. Toute une journée de travail, je me suis enfilé des boîtes et des boîtes et des boîtes de médicaments à gogo, jusqu'à en vomir, à en tomber par terre. Puis j'ai consulté mon médecin, et c'est là que les mots sont sortis. Je l'ai senti à mon écoute, je l'ai senti proche de moi. Je me suis dit, lui, il peut m'aider. Il peut m'aider à m'en sortir. On a discuté longuement, il a pris le temps de m'écouter, d'essayer de trouver des mots. Il m'a mis également sous antidépresseur, anxiolytique. Mais bon, ce que j'avais au fond de moi, je le gardais. Et comme le fait du hasard, quelques mois après, je me suis fait rentrer dedans par une personne qui était fortement alcoolisée, qui refusait de faire un constat. J'ai donc dû porter plainte. Et quand je suis parti déposer cette fameuse plainte, j'ai posé la question à la policière si 18 ans après des faits graves, sans entrer dans les détails, on pouvait porter plainte contre une personne. Elle est donc partie demander à un officier de police judiciaire. Celui-ci est descendu, celui-ci a écouté mes quelques mots, qui étaient très durs à sortir, et m'a donc dit de revenir l'après-midi, qu'on ferait le nécessaire ensemble. Je suis revenu l'après-midi, boule au ventre. Je savais que ça allait être dur, qu'il allait falloir reparler de ça, rentrer dans tous les détails. J'ai donc livré ce qui s'était vraiment passé. Tout, mais vraiment tout. Il m'a écouté, il m'a laissé aller faire des pauses, fumer ma cigarette, boire un café. L'interrogatoire aura duré 4 heures. 4 heures où il aura tout noté, dans tous les détails. Quelques jours après, j'ai dû subir un examen médico-légal. Même si 18 ans après les faits, on ne retrouve pas grand-chose, c'était obligatoire. C'est dans la procédure. On se retrouve donc à nouveau nu, à montrer ses fesses à un médecin légiste, et qui nous rentre un objet médical afin d'explorer ce qu'ils appellent explorer le côté anal. Enfin, une épreuve encore insupportable que je n'ai pas pu mener à terme tellement cela a été psychologiquement dur, très dur pour moi. Puis quelques jours après, le temps est venu de rencontrer une psychologue criminologue qui devait faire un rapport sur mon récit. Je lui ai donc tout raconté, ce que j'étais victime, les tentatives de suicide, les scarifications, le problème que j'ai aussi également. Je grandis, j'ai 27 ans à l'heure d'aujourd'hui, et voir par exemple des amis qui ont des enfants et qui les laissent aller jouer dans la cité ou des choses comme ça, je ne peux pas m'empêcher à travers la vitre de surveiller. Et quand je fais les réflexions un peu à mes amis, ceci me dit, mais ils grandissent, il faut qu'ils se développent, il faut que... Mais pour moi, cela est inconcevable. J'ai vraiment énormément, énormément, énormément de mal. À l'heure d'aujourd'hui, je ne fais toujours pas confiance aux hommes, car pour moi, c'est triste à dire, hein, mais l'homme qui a détruit ma vie a détruit aussi les relations que j'aurais pu avoir amicales avec certains hommes. Je fréquente uniquement des femmes, uniquement des femmes.
avec lesquels j'arrive à livrer ce que j'ai sur le cœur. Sur le plan sentimental, je n'ai jamais connu l'amour. Je suis quelqu'un de très timide et quelqu'un où je parle beaucoup, oui, en soirée, je vais pouvoir faire de l'humour sur le sexe ou des choses comme ça. Mais pourtant, c'est pas quelque chose que je pratique. C'est quelque chose pour moi qui me répugne en fait, qui est euh, qui est dégueulasse à mes yeux, que que j'ai du mal à accepter. Vous savez, pour moi, faire cette vidéo-là ce soir, c'est très très dur. En plus, c'est une première. Je n'ai jamais parlé devant une caméra comme ça pour me livrer. Donc pour moi, aucune relation sérieuse avec une femme. Je n'ai eu que des conquêtes d'un soir, où d'ailleurs cela était plutôt bestial, car je ne connais pas ce que c'est la tendresse, ce que c'est d'être tendre, d'avoir des sentiments, de donner de l'amour, du vrai. J'ai du mal à me reconstruire psychologiquement. Tous les jours j'en parle, à l'intérieur de moi-même. Tous les jours je me dis si on pouvait retrouver cette personne-là, si on pouvait. Comme je l'ai dit à l'officier de police judiciaire, je n'attends rien quelque part de la justice. J'attends juste son nom, son prénom, et j'attends de me faire justice moi-même. Comme m'a dit ce fameux policier, avec la violence qu'il a eue envers moi, malheureusement cette personne a dû le faire à d'autres. Mais pour la retrouver, comment faire? L'enquête est donc en cours. Elle continue. Elle a été transmise à la gendarmerie de Royan. Alors moi le problème, c'est que j'ai l'impression que rien n'avance et qu'on ne trouvera jamais aucune piste. J'en profite également pour faire un appel à témoins. S'il y a certaines personnes qui se trouvaient sur Royan en 2000, c'était en août 2000, et qui étaient dans un petit camping familial avec une piscine juste au bord d'une nationale. Je me rappelle, ça circulait énormément et qui aurait pu être victime de ce prédateur ou qui aurait pu avoir des signes alerteurs. Je suis preneur de toute information, car de mon côté, j'essaye aussi de mener mon enquête. Dans un premier temps, une personne avait été mise en cause sans être mise en cause, car elle avait fait des faits similaires, mais il s'est avéré que ça ne correspondait pas du tout à la personne que j'avais vue. C'est sur ces quelques mots que je vais vous laisser. Je ne vous cache pas que malgré mes 27 ans, j'ai beaucoup de mal à grandir. J'ai une part d'enfant qui est restée en moi, une part d'avant mes 8 ans en fait, d'avant ce que j'ai subi. J'en profite également pour vous dire que à l'heure d'aujourd'hui, j'effectue également des babysitting. Pour moi, c'est tellement important d'être en contact d'enfants, de pouvoir leur apprendre que leur corps leur appartient, de les protéger, de jouer avec eux. C'est une façon pour moi de les prévenir. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que j'en profiterai de dire que on ne peut pas dire cette personne, elle est excusable, elle a vécu la même chose dans son enfance. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu ça dans mon enfance et jamais je ne pourrais faire de mal à un enfant. D'ailleurs, mon problème, je pense,
c'est d'être trop à l'affût, de surveiller justement trop les enfants, d'être à l'affût qui tombe sur un malade, sur un taré. Je vais même pas dire un malade, car moi je suis malade parce que j'en ai fait une dépression, que j'ai essayé de mettre fin à mes jours plusieurs fois. Mais ces gens-là, ce sont pas des malades, ce sont des criminels. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à rejoindre sur Facebook et sur Internet. Vous trouverez en tapant Touche pas à mon enfance. C'est l'association que Michel a créée. Michel qui a été une victime aussi. Elle vous l'expliquera d'elle-même, c'est pas à moi d'expliquer. Mais c'est un groupe où tout le monde est solidaire et on peut discuter sans tabou. En tant que victime, on est vraiment écouté, on se sent vraiment utile. Et Michel est une personne formidable avec qui j'ai raconté mon histoire pendant pas loin d'1h40 au téléphone, car nous n'habitons pas à côté malheureusement. J'envisage également d'effectuer de la prévention chez les enfants, mais aussi chez les parents, car il y a des signes alerteurs quand cela va mal, et si je peux donner quelques conseils, ce sera fait avec le cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop saoulante. C'est la première vidéo que je fais. J'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me contacter si vous avez besoin d'infos, si cela ne va pas spécialement bien. Je suis à votre écoute. Je suis disponible pratiquement 24 heures sur 24 étant donné que je dors très 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 mal la nuit. Et désolé pour la qualité vidéo, parce que j'ai pas du matériel professionnel. Voilà, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, soyez vigilants. Et puis regardez-moi, j'ai porté plainte 18 ans après les faits. Il n'est jamais trop tard. Parlez, ça vous fera du bien. Je ne vais pas dire que ça va vous faire aller mieux, mais vous serez libéré d'un poids, vous aurez été écouté, vous saurez qu'une démarche est en cours. Voilà, je vous souhaite à tous de vous porter pour le mieux et merci de m'avoir écouté. Au revoir tout le monde.